Les quartiers d'été, c'est pendant tout le mois de juillet sur RGB 99.2. Détente et relaxation, c'est dans les quartiers d'été. Les quartiers d'été, pendant tout le mois de juillet, de 14h à 20h, du lundi au vendredi sur RGB 99.2. Les quartiers d'été, bonjour, c'est sur l'antenne de votre radio locale en direct de Cergy-Pontoise, RGB sur le 99.2 FM, mais également sur internet à radio-rgb.net. Soyez les bienvenus à l'occasion de ces quartiers d'été, nouvelle semaine. En ce lundi, d'abord, un petit salut à toute l'équipe de la MJC d'Herblay qui produit au rythme quotidien Motus d'été. On les salue bien. On les retrouve évidemment demain de 14 à 17h sur cette même antenne ainsi que sur Internet. En ce qui nous concerne aujourd'hui, bien José au micro pour cette première heure, suivi d'autres surprises d'ici la fin de journée. Cette semaine, eh bien, je viendrai faire quelques petites visites comme ça aux alentours de 17h. Avec en particulier demain, mardi 18 juillet, non je dis mardi, c'est bien ça, c'est le 16. J'essaye déjà de me produire ou de me lancer comme ça un petit peu dans le futur, allez savoir, un futur proche pour le coup. Donc je résume, mardi 16 juillet, demain, autrement dit, nous serons en compagnie de Paris-Dakar, une invitation au voyage sur le plan musical entre Paris et Dakar, deux capitales bien connues, je l'espère en tout cas pour vous, et ça sera effectivement une rencontre entre aussi deux cultures, deux langues, deux artistes qui nous rendront visite entre 17h et plus que cela, 18h, 18h30 je crois, demain, mardi, et nous aurons d'autres artistes, Jordan qui sera à l'affiche du festival Le Chant des Moineaux qui va débuter en cette année 2013, et bien précisément jeudi 18 juillet. Voilà, j'ai retrouvé mes petites notes. Le 18 juillet, jeudi, ils seront en notre compagnie pour eh bien le lancement, l'ouverture de ce festival qui va eh bien durer pendant plusieurs semaines, 5 semaines, et cela jusqu'au 15 août sur la ville de Pontoise. Un festival gratuit en plein air où il est question de découvrir de la chanson dans tous ses états et la nouvelle scène française pour vous mettre un petit peu en appétit. Aujourd'hui, notre invité a pour nom Olivier Parent. Bonjour. Bonjour. Olivier Parent, alors j'entends un téléphone qui résonne, voilà, on est déjà dans le futur peut-être, s'il y a effectivement des ondes qui sont contrariées à la radio, on ne supporte pas les ondes téléphoniques, c'est ainsi, c'est pas propre à RGB, c'est propre à l'ensemble de la radiodiffusion, donc attention. Olivier Parent, donc disais-je, notre invité aujourd'hui, ou avec lui, avec cet invité, on va se faire un voyage d'une autre manière, en direction du futur, voire même du futur très loin finalement. Alors, il sera question de création, parce que c'est un créateur. Et, par ailleurs, il a d'autres flèches à son arc. Il est réalisateur de films, il est consultant pour des cabinets d'études. Mais un de ses sujets favoris, qui correspond à une véritable passion, voire même plus que cela, à une véritable conviction, c'est la prospective. Sa conviction, demain se prépare aujourd'hui. Alors on se dit, mais il faut tout de suite qu'il propose ses services aux politiques. Olivier. La prospective, elle peut être politique, mais avant d'être politique, il faut que les citoyens se l'approprient, parce que c'est un moyen de redevenir acteur d'une société dans laquelle l'individu peut se sentir dilué dans la masse. La prospective, elle est un outil de réflexion pour mieux regarder notre présent. Alors on va demander à Olivier de se rapprocher légèrement, la chaise comprise, de manière à se mettre le plus à l'aise possible et pour être au plus près des auditeurs. Tout à fait. Il va être question de futur hebdo, voire même plus, un projet qui tient fortement à cœur à notre invité, puisqu'il est le fondateur, animateur, créateur de Futur Hebdo,
où il est question effectivement de se porter dans le futur pour éclairer notre présence. La prospective, il va être beaucoup question de cela au cours de notre émission, pour faire de la prospective une démarche buissonnière et décomplexée. Alors, il y a parfois dans notre langage du quotidien des mots qui peuvent faire peur. Assurément, quand on parle de prospective, comment ne pas avoir peur? Cela interroge. Encore faut-il se poser les bonnes questions? Oui, en fait, la démarche de Futur Hebdo, à la base, tout a démarré, on va dire, sous l'influence de notre presse quotidienne. Il y a de ça quelques années, je lisais dans un quotidien, Le Monde pour ne pas le citer, il y avait une manchette qui s'appelait « Il y a 50 ans dans le monde » et qui reprenait un événement daté d'il y a 50 ans. Bon, à cette époque, c'était en juin 2006, donc il y a quasiment 7 ans jour pour jour, était relaté le lancement de la construction du France, le paquebot France. Et on apprenait dans cette petite brève que le France n'était pas le premier paquebot à s'être appelé France, mais était le troisième. Et je me suis dit, bon, c'est très bien de regarder vers le passé, etc., mais pourquoi est-ce qu'on ne raconterait pas l'avenir? Et pourquoi est-ce qu'on ne raconterait pas le prochain paquebot France, qui ne serait plus un paquebot sur les mers, mais qui serait un paquebot dans l'espace? Et à partir de là, sur cette anecdote, j'ai commencé à réfléchir effectivement à cet avenir. Et le projet Futur Hebdo dont vous avez parlé est né. Et Futur Hebdo est devenu, avec le temps, un outil de réflexion, un petit peu comme un randonneur, on va dire, qui veut traverser une rivière. Il a des intuitions. Ces intuitions, elles sont indiquées peut-être par un relief de l'eau sous laquelle il se dit, tiens, je dois voir un caillou ici, donc il pose un pas, 2 pas. Donc ça, c'est un petit peu les postulats que le prospectiviste pose. Et puis quand il a traversé le rivage, il peut raconter à ses collègues qui sont restés sur l'autre rivage cet avenir, cet autre rivage. Non pas pour figer l'avenir. Ce qu'il y a de génial avec la prospective, c'est que elle n'est pas là pour nous figer cet avenir, à dire voilà, c'est par là qu'on va passer. Dès l'instant même où on décrit cet avenir, il sera tout différent. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Par contre, décrire cet avenir, c'est rappeler que, comme vous l'avez dit au début en ouverture de cette émission, que l'avenir se construit dès maintenant. Chacun de nos choix construit petite brique par petite brique cet avenir. Et le projet de Futur Hebdo, peut-être, c'est d'inciter chacun d'entre nous à se dire je suis ouvrier, je suis bâtisseur de cet avenir, même aussi infime que peuvent me paraître mes propres actes. Eh bien non, ça se construit petit à petit, dès aujourd'hui. Alors, on sent bien cette démarche buissonnière telle qu'elle vient d'être expliquée, explicitée. Quand on parle effectivement, disais-je, de prospective, ça peut faire peur, mais au-delà des grands mots, au-delà des mots peut-être qui peuvent paraître un peu scientifiques pour certains de nos auditeurs, c'est le futur qui fait peur aujourd'hui. On a l'impression qu'on a du mal collectivement à se projeter, que c'est même aujourd'hui devenu tabou de se projeter car la vue est à très court terme et même une vue à court terme reste tellement incertaine. Comment peut-on se projeter comme ça? Comment peut-on, allez, j'utilise le verbe, anticiper le futur? Alors, en fait, c'est à la fois, on va dire, je vais dire... C'est un peu facile, mais c'est à la fois simple et compliqué. Alors, je me suis imposé personnellement, quand j'ai créé Futur Hebdo, c'était de sortir, on va dire, des sentiers battus de la prospective, avec des personnes que l'on connaît très bien dans les médias, mais qui se sont toujours intéressés au grand système. Le meilleur exemple, c'est Jacques Attali, qui, dans son bouquin « Une brève histoire de l'humanité », parle dans les prospectives qu'il propose de 3 grands événements, la superdémocratie, le superconflit et le supermarché, dans l'ordre inverse, on va dire qu'il le présente. Quand on lit ce bouquin qui est très intéressant, mais l'individu doit se projeter lui-même à dire, bon, moi je me situe où là-dedans, dans cet avenir? Alors moi je me suis dit, non, on va prendre les choses à l'inverse. Peu importe les grands ensembles, je vais me concentrer sur l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire quand on m'annonce que tel laboratoire a développé telle technique, quand on prépare telle avancée sur les cellules souches? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, individu? Et j'ai essayé de raconter ça
pour que dès aujourd'hui, dès maintenant, on puisse se poser la question de est-ce que c'est cet avenir que je veux? Non pas, comme je l'ai dit, que l'avenir soit figé, mais que aujourd'hui je m'interroge en connaissance peut-être un peu plus de causes. Et après, dans cette notion, on va dire, de buissonnière, effectivement, on enlève tous les vocabulaires un petit peu techniques. On essaye vraiment de se pencher sur cet avenir. Et comment est-ce qu'on fait de la prospective? Alors, moi, j'ai une petite image. Quand j'étais au lycée, en cours de physique, quand on étudiait les mouvements des mobiles, on avait des petits aéroglisseurs qui glissaient sur des feuilles de papier et à intervalles réguliers, les aéroglisseurs marquaient la feuille de papier. Et on pouvait comme ça jeter deux petits aéroglisseurs l'un contre l'autre et on remarquait qu'ils interagissaient l'un sur l'autre. La manière dont je fais de la prospective, c'est exactement ça. C'est je prends deux événements qui n'ont pas vocation dans notre présent à se croiser et je regarde qu'est-ce que ça pourrait faire. Je ne dis pas qu'est-ce que ça va faire, mais qu'est-ce que ça pourrait faire. Un des meilleurs exemples, c'est le président Barack Obama, il y a 2 ans, l'été 2011, dans un discours qui pour moi est fondateur, a annoncé que la conquête spatiale ne serait plus l'apanage des États. Les États sont ruinés. La conquête spatiale va se faire par les entreprises privées. À partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la conquête spatiale va devenir purement commerciale? Et si je pousse un peu plus loin, la conquête spatiale qui a été que du fait, on va dire, d'une volonté étatique, scientifique, parfois militaire, va-t-elle devenir confessionnelle? C'est-à-dire que ce sont tout ça tous ces éléments, on se dit, ah tiens, oui, j'avais pas pensé à ça. Et voilà, et je raconte, et je le raconte, et j'observe le choc, et je raconte ce choc. Il va être question de prospective, mais pas seulement, parce que évidemment, avec déjà cette présentation, vous vous dites, mais vers quoi ils veulent nous entraîner ces deux gaillards à l'antenne? Eh bien, restez avec nous, on va se diriger effectivement vers le futur. On va peut-être oublier les années 2010, se projeter, aller savoir en 2068 par exemple, j'en sais rien, ça va être le cas au cours de cette émission, avec l'idée aussi que, eh bien, l'idée c'est... pour vous, auditeurs qui nous écoutez, c'est de ne pas être effrayés par le futur. Et que le futur, ce n'est pas simplement l'affaire des scientifiques, des politiques, mais, si j'ai bien compris Olivier Parent, c'est aussi l'affaire de chacun de nous, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui sont sur cette planète encore vivants et qui souhaiteraient bien avoir un futur. Peut-être ensemble, c'est mieux. Exactement. C'est vraiment une réappropriation de l'espace, enfin oui, de son espace pour raconter cette notion du pouvoir de l'action, même l'individu. J'aime rappeler cette histoire, ma mère et d'autres personnes autour de moi, dont a été dans les années 60 dans ces femmes, dans ces personnes, dans ces précurseurs qui se sont mis à manger bio. Dans ces années-là, on disait mais pourquoi? Ça sert à quoi? Ça rime à quoi? Espèce d'écolo, on devait lui dire aussi. Exactement. On était des ovnis. Moi, j'ai été élevé avec comme je raconte souvent, avec des biscuits. Je me les faisais tomber sur le pied, ça me cassait quelques phalanges. Il faut pas se leurrer. Ah ouais, vraiment. 40, 50 ans plus tard, le bio, je ne dis pas que le bio va révolutionner le monde, mais en tout cas, le bio représente 10% par exemple du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire. Ce que je veux dire par là, c'est que même des illuminés qui, il y a 40 ans, pour des raisons qui étaient les leurs, ont réussi à faire plier, à faire bouger certaines choses que l'on croyait établies et irrémédiablement établies. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que chacun de nos actes, aussi petits soient-ils, peuvent avoir une influence sur notre avenir. Léonard Cohen, petit détour en musique dans les propositions faites par notre invité Olivier Parent, où il est question de futur. Well, I heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. But it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Alléluia, non pas interprété comme je l'ai dit par Leonard Cohen, mais c'est une autre version, une autre interprétation que l'on doit à Bastian Becker. Alléluia. Alors, il est question de prospective dans ces quartiers d'été aujourd'hui. Je disais, ça peut interroger, ça peut faire peur, assurément. Les grands mots, tout de suite, on pense que cela est le domaine réservé de certains, ceux qui ont la science, la connaissance, le savoir, et que pour les autres, eh bien, passer votre chemin, il n'y a rien à voir. En fait, la prospective est surtout indispensable à notre compréhension du monde d'aujourd'hui, présence, et cela pour préparer le futur. Et en effet, cette affaire, eh bien, est notre affaire collective. C'est l'affaire de tous, autrement dit. Avec notre invité, Olivier Parent, il est question, c'est bien, de futur hebdo. Alors, au travers de ce qui a déjà été dit au cours de cette rencontre, est-ce que quand on parle du futur, quand on parle de se projeter comme ça pour comprendre, pour nous aider en même temps à comprendre et à éclairer notre présence, est-ce qu'il est question aussi d'utopie dans cette affaire? Car c'est vrai que se projeter dans le futur, ça a souvent été, les exemples cités tout à l'heure, l'exemple de la maman qui consomme bio, c'était déjà il y a une trentaine d'années, si c'est pas plus, voire même plus, en effet, 40-50 ans, c'était c'était rêvé par les utopistes, tout ça. Est-ce qu'il est question d'utopie encore aujourd'hui? On a besoin, je pense qu'on a besoin d'utopie pour aller vers l'avenir, pour avoir envie d'aller vers cet avenir. On a besoin d'utopie. Ce que la prospective fait, elle n'invente rien. La prospective, elle regarde les événements tels qu'ils se présentent. Elle regarde ce qui se prépare dans les laboratoires. Elle regarde les comportements des uns, des autres. Et elle raconte un avenir
proposant une vue qui n'est pas définitive. Elle peut servir d'avertisseur, elle peut servir de fantasme, et elle incite surtout à se projeter vers demain. Malheureusement, aujourd'hui, on le voit bien autour de nous, les gens ont du mal à se projeter en avant. Il y a, de manière un peu caricaturale, mais on va dire, il y a deux grands groupes de population. Il y a les gens footistes. Après moi le déluge. Bon, très bien, ils sont là, ils consomment et ils sont bien dans leur présent. Et il y a ceux qui ont la tête dans le guidon, ils ont du mal à garder un travail, à remplir le réfrigérateur, à garder un toit au-dessus de leur tête pour eux-mêmes et leurs enfants. Leur demander de se projeter à plusieurs années en avance, ils ont déjà du mal à se projeter à quelques mois ou voire quelques années. Eh bien, le prospectiviste, il est là pour ça, il est là pour proposer une vue, il est là pour donner envie d'avancer, il est là pour Oui. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, et peut-être la référence de Jacques Attali parmi les nombreuses références que l'on peut indiquer, parfois c'est un peu l'inverse, hein. C'est-à-dire, il y en a qui veulent nous projeter dans le futur pour nous proposer non pas un signe de progrès, parce que c'est vrai quand on parlait du futur, dans les décennies, voire les siècles précédents, c'était pour espérer un mieux, c'était pour nous proposer du progrès. Aujourd'hui, là où le futur nous fait peur, c'est effectivement tous les signes sociaux, politiques, économiques, sociétaux. Eh bien, c'est pas des signes qui nous encouragent vers un progrès, qui nous proposent ou qui nous proposent une anticipation d'un progrès renouvelé, mais plutôt d'une régression à tous les étages. Bien, en fait, on pourrait dire que le prospectiviste, à l'inverse, par exemple, de l'homme politique ou à l'inverse du statisticien, le premier, il doit rester dans une anticipation qui est raisonnable en termes de compte électoral. Mmh. Le statisticien, lui, doit rester dans ce que lui donnent ses chiffres. Caresse ma bosse et elle porte bonheur, comme dirait l'autre. Et donc voilà, donc ça, là on a déjà deux contraintes, et le prospectiviste, lui, on va dire, il dépasse ça. Ensuite, il n'est pas question de mentir. Il est évident que le monde moderne dans lequel nous nous trouvons, et à l'échelle de la planète, quand je dis moderne, c'est-à-dire de notre époque, se retrouve dans une situation qui est critique. Ça, il faut pas se leurrer. Mais il y a des choix qui sont à faire maintenant, qui sont à faire vite. Chacun incite à se poser ces questions. Un Nicolas Hulot, à sa manière, incite les choses. Les hommes politiques aussi, mais on va dire que dans la méfiance dans laquelle on est en train d'avancer, on se dit, mais quel est l'intérêt qu'il y a derrière ça? Le prospectiviste, lui, il n'a aucun intérêt. Le prospectiviste propose une interrogation, comme voilà, une autre petite histoire un petit peu pour raconter. Qu'est-ce que fait le prospectiviste? Le prospectiviste est comme un observateur qui a une longue vue, et des heures et des heures et des heures, il observe le même point. Ça peut être un astre, peu importe. Qu'est-ce que fait le prospectiviste? Il déplace simplement son trépied pour changer le point de vue du même point qu'il observe toujours. Et c'est ce changement de point de vue qui permet de sortir des ornières dans lesquelles on est, d'ouvrir les œillères que l'on peut avoir pour essayer de regarder d'une autre manière le monde dans lequel on est. Non pas pour... Il est hors de question d'être blanc-bleu, de dire tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Mais c'est de restituer, comme on le disait un petit peu au début de cette émission, de dire l'individu a sa place dans les décisions qui sont en train d'être prises, et on ne doit pas s'abandonner simplement aux grands décideurs. Voilà, je pense que... Dans une précédente émission, j'avais, avec un autre invité, je relevais une citation de Jean-Claude Carrière, qui a écrit beaucoup de choses sur le théâtre, et pas seulement sur le théâtre, et sur ce sujet de l'utopie. Il y a une pensée qui me vient en effet le concernant, et que j'aimerais citer dans cette émission également. Une société sans pensée utopique est inconcevable.
utopie au sens du désir d'un mieux. Et c'est là effectivement que chaque mot a son importance, encore faut-il bien avoir en tête la traduction. Alors, est-ce que en son temps, Léonard de Vinci était un prospectiviste ? Alors, bien sûr qu'il l'était. Un autre prospectiviste était Thomas More, qui a créé l'utopie, qui a créé Utopia, qui est la référence, on va dire chaque époque génère son utopie. Il y a quelque temps, j'ai été interviewé par un média qui m'a interrogé sur la ville de demain, la ville durable. Et on a essayé de me faire dire certaines choses. J'ai dit non, c'est pas à moi de vous les dire. Je ne suis ni architecte, je ne suis pas urbaniste. Allez les voir, eux, ils vont vous raconter la belle histoire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est quels vont être les travers et bilan du truc. Chaque époque génère sa propre utopie. Et la ville durable, telle qu'on l'imagine, est l'utopie que l'on a maintenant de la ville de demain. Et cette ville, quand on y sera demain, elle sera radicalement différente de ce qu'il a été dessiné sur les tables d'architectes, sur les tables des imagineurs de demain. Futur Hebdo va trouver une traduction sous la forme radiophonique sur cette antenne de radio locale à la rentrée prochaine, septembre 2013, avec un projet qui, je crois, s'appellera Carnet d'avenir. Alors, quelques mots avant d'entendre, on va dire que c'est pas encore à l'état abouti, mais c'est pour illustrer sur le plan audio et sonore comment pourront se présenter ces chroniques du futur sur cette antenne de radio. Quelques mots de présentation, Olivier Parent. Bien, le Futur Hebdo donc comme je l'ai dit, est un projet qui a 7 ans et Futur Hebdo a généré plus de 250 textes, plus de 250 brèves de presse. Donc qui représente un tout petit article dans un quotidien. Et ces 250 articles embrassent une bonne partie du quotidien de demain. On raconte les transports, on raconte la consommation, on raconte la procréation, on raconte tout ce qui fait la vie quotidienne, les problèmes de la vie quotidienne, l'éducation, une éducation numérique opposée à une éducation plus analogique. Et l'idée m'est venue de me dire, tiens, ça fait 7 ans qu'il y a un support qui écrit, pourquoi pas en faire un autre support à 2 voix avec vous, José, et d'en faire un petit magazine, des petites chroniques de notre futur, et qui peuvent nous inciter à le réfléchir et à se l'imaginer, et pour savoir comment agir en décidant si on le veut ou non pour soi-même. De vrais ovnis radiophoniques sur l'antenne de RGB. Pour vous donner un petit avant-goût, une première série de 2 chroniques où je crois qu'il est question des animaux de compagnie, mais prêtez l'oreille, on sent que le futur est proche. Carnet d'avenir, chronique de futurhebdo.fr. Voici 2 nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de 21e siècle. Qui, un jour, n'a pas souhaité voir la croissance d'un chiot ou d'un chaton stabilisé à l'âge de 6 mois ? C'est désormais chose possible grâce aux hormones artificielles. Vous n'hésiterez plus à offrir à votre enfant un petit animal figé. C'est ce que clament toutes les grandes animaleries. Elles sont désormais nombreuses à proposer ce service qui offre le plaisir de voir son animal de compagnie garder son apparence juvénile. Évidemment, les opposants à cette nouvelle pratique ne manquent pas. Ce sont les organisations de défense de la cause animale, jusqu'aux associations familiales. Toutes s'opposent à la chosification des animaux. Selon ces organisations, cet asservissement précède sans nul doute celui du corps de l'homme. Pourtant, des cas médicaux ont déjà nécessité ce type d'interruption de croissance. Le premier de ces cas s'est présenté en 2007 en Angleterre. Il concernait une petite fille dont le développement cérébral avait été stoppé suite à une méningite foudroyante alors qu'elle n'avait que quelques mois.
Quelques années plus tard, le corps médical avait réussi à stopper sa croissance à l'âge de 6 ans avec des hormones d'origine naturelle. Depuis 2025, grâce au génie génétique, les hormones artificielles sont désormais développées spécifiquement pour chaque individu. Reste une question à poser, le corps médical saura-t-il dire non à celui ou celle qui demandera le blocage d'un individu humain non diminué mentalement ? Coup de théâtre dans le petit monde de l'exploitation minière spatiale. La compagnie Stellar and Industrial Processes vient de faire savoir par voie de presse qu'elle abandonnait son activité minière dans la ceinture d'astéroïdes. Ce champ de pierre se situe entre les orbites de Mars et de Jupiter. À l'avenir, SIP veut consacrer tous ses efforts au développement du transport interplanétaire des personnes et du fret. La concession onusienne de la SIP a été cédée à Earth on Progress, novice dans les domaines de l'industrie spatiale à longue distance. EOP aura affaire à des géants du secteur tels que l'américain Versamel de Bas, le chinois Stellar Shore ou l'européenne Space Excavation. Le nouvel arrivant a d'ores et déjà annoncé qu'il utiliserait les services de fret de la SIP pour se consacrer à l'excavation minière. De son côté, SIP a annoncé ses ambitions. Devenir le leader du voyage spatial industriel. Ce développement passera par la création de nouveaux services. Sous peu, SIP testera la chute contrôlée d'astéroïdes directement sur le sol de la face cachée de la Lune. Si cette technique est appelée tir balistique interplanétaire, l'astéroïde projeté reste encore équipé d'un système de contrôle de trajectoire. Les rochers choisis pour être fracassés sur la face cachée de la Lune sont sélectionnés pour leur richesse en minerais. Le choc de l'impact sur le sol lunaire disloque la roche, la tâche des miniers est ainsi simplifiée. Ce mode d'exploitation minière est loin de faire l'unanimité. Elle implique de limiter la colonisation à la face visible de notre satellite. Néanmoins, selon les opérateurs spatiaux de la proximité de la Terre, le risque d'apparition de débris errants reste trop élevé, ne serait-ce que pour les stations spatiales. Le héros de cette levée de bouclier est la compagnie X-Olia, l'éboueur spatial mandaté par l'ONU. Pourtant, une telle technique permettrait d'accélérer le développement d'un marché plein d'avenir. En effet, plus que jamais, la Terre a un immense besoin de minerais plus ou moins rares. Cette technique présente un autre avantage aux yeux des industriels, réduire l'investissement en matériel spatial. Ne seraient alors déplacés dans la ceinture d'astéroïdes que les moyens d'excavation. Les différents partis en découdront à l'Assemblée générale de l'OMC. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat. Notre futur immédiat. Voilà deux exemples sur deux thématiques différentes pour montrer aussi que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas simplement des domaines scientifiques qui seront abordés au travers de ces chroniques, de ces carnets d'avenir sur l'antenne de notre radio locale à partir de la rentrée septembre. Alors, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas aussi facile qu'il n'y va, parce que il y a d'abord un travail d'écriture, des chroniques, des nouvelles, un travail journalistique qui est à l'origine de ce qu'on vient d'entendre, Olivier Parent. Tout à fait. À mon sens, la première démarche est une curiosité et est une attention toute particulière au quotidien, à l'actualité. Personnellement, je m'intéresse je lis beaucoup dans la presse quotidienne, écouter la radio et surtout apprendre à lire quasiment entre les lignes pour entendre les signaux faibles, c'est-à-dire que ces petites informations qui tout d'un coup peuvent indiquer le prémisse de quelque chose qui se prépare. Et c'est de repérer ces signaux faibles et puis de s'imaginer, cette petite chose, qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup elle devenait un fait un peu plus important, un peu plus majeur, et voilà, qu'est-ce que ça provoquerait. Ce qui est très important dans ma démarche de prospectiviste, c'est que jamais je me permets d'être un magicien qui sort un lapin blanc de mon chapeau. C'est-à-dire toujours, tout ce que je peux décrire est toujours directement lié à un fait vérifiable. Ce qui a été décrit par exemple sur l'industrie minière hors terre, on sait très bien que
tous les industriels, tous les acteurs des industries spatiales s'intéressent à ce qui se passe au-delà des orbites de la Terre, comme je disais, dans cette ceinture d'astéroïdes qui est loin, mais pas si loin que ça, parce que sur des investissements en termes de décennies, et bien finalement, pouvoir ramener à des coûts pas si importants que ça des minerais qui aideront à l'industrie terrestre, à la colonisation spatiale, etc. Eh bien là, il y a des choses qui sont en train de se jouer. Et dès aujourd'hui, quand on lit un petit peu, on s'aperçoit que les grands mouvements des armées économiques sont déjà en marche maintenant et ils sont en train de se mettre en ordre de bataille maintenant. Et on peut être si on n'y prête pas garde, tout d'un coup on se dit je l'avais pas senti celle-là. D'autant plus qu'il y a une forme d'accélération quand on parle d'anticiper sur le futur. Il y a dans certains domaines, je pense aux nouvelles technologies, je pense effectivement aux arts numériques, par exemple, autre domaine où il y a une accélération assez foudroyante on n'a pas le temps de réfléchir qu'il y a déjà des propositions qui sont en mouvement permanent et en accéléré, comme je disais. Donc c'est vrai que ça c'est le côté à la fois rassurant quelque part, parce que le monde n'est pas figé, même avec un climat qu'on décrivait tout à l'heure qui n'est pas très optimiste, même si notre président de la République nous invite à être tous optimistes, il n'empêche qu'il y a des indicateurs qui font que c'est un peu difficile. Et à côté de ça, si on prend un petit peu de recul, on peut se projeter effectivement, on peut rêver, parce que le rêve c'est aussi se projeter dans notre futur pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants, pour les générations futures. Tout à fait. Une petite anecdote, je me suis souvent vu reprocher d'écrire des horreurs. Aha. Effectivement, en tant que papa, je ne souhaite pas certains textes que j'ai écrits. Mais objectivement, quand je regarde les choses comme elles vont, au rythme où elles vont et dans la direction où elles vont, ce n'est pas faire du cynisme. Ni de l'apocalypse. Un exemple. La calotte glaciaire est en train de fondre. Ah oui, ça c'est un fait. Mais corollaire à cette fonte de la calotte glaciaire, il y a des voies maritimes qui vont s'ouvrir et qui vont permettre de gagner d'une hémisphère à l'autre de manière beaucoup plus rapide. Et ce sera autant moins de carburant qui sera consommé par les porte-containers, etc. On va gagner en rapidité, etc. Et c'est là où il faut oser, c'est cynique, c'est affreux, mais il faut oser dire, ah bah tiens, il y a la fonte de la glace, et ça va permettre de gagner du temps, ça va permettre de... Alors, est-ce qu'il faut garder tous ces porte-containers qui parfois font plusieurs fois le tour de la Terre pour un seul produit? Donc ça, c'est une autre question, mais ce que je veux dire, voilà, c'est-à-dire que il faut toujours oser ce qui fait peur pour imaginer ce qui peut étonner, voilà. Direction la musique et une ambiance proche de ce climat spatial avec David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.
sitting in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating on my tin can? Far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. David Bowie sur l'antenne de RGB, les quartiers d'été, du lundi au vendredi sur cette antenne pendant tout le mois de juillet, de 17h à 20h. Pour cette première heure aujourd'hui, c'est bien José au micro, avec un invité, Olivier Parence, qui nous parle bien de prospective, de futur. La question posée dès le départ, futur ou nos futurs? Il semblerait que notre invité, lui, ait choisi la première réponse, qu'il y a un futur. Il veut croire en un futur avec une conviction. Demain se prépare aujourd'hui. C'est toute la question et l'enjeu principal autour de cette prospective qui devrait nous intéresser tous, quelle que soit notre place dans la société, que l'on soit un individu, une collectivité, une entreprise, un média. Tout cela pour nous aider à mieux appréhender ce monde en devenir, car quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, notre monde est en devenir. Alors c'est vrai qu'il est parfois peu rassurant, il inquiète à tel point que cela peut nourrir un certain nombre de peurs, mais aussi, à contrario, il peut être tout à fait excitant de se poser toutes ces interrogations et avec l'idée de pouvoir anticiper et de nous aider à être des anticipateurs les uns et les autres. Alors, cette chronique, ce carnet d'avenir s'installera sur notre antenne à la rentrée prochaine avec l'idée sur la forme, c'est par module de 2 chroniques, c'est ça, un peu comme tout à l'heure ?
Tout à fait, voilà. Deux chroniques, on va dire, l'une plutôt utopique, un petit peu positive, l'autre un petit peu moins dystopique, comme on dit. Voilà, pour un petit peu aller ménager la chair et le chou, essayer de donner envie et parfois aussi avertir sur des choses qui peuvent se présenter. L'idée un petit peu, c'est de dire que jamais quelqu'un puisse dire j'étais pas au courant. Voilà, c'est de préparer, c'est d'inciter à la réflexion, c'est d'inciter à ouvrir les yeux dans un monde où, comme vous l'avez dit, il y a ce sentiment qui n'est plus qu'un sentiment. Il y a cette accélération de l'histoire dont on nous rabat parfois les oreilles. Mais ça existe depuis que le monde existe. Exactement. On pourrait faire simple, hein, on va dire Lucie, un des premiers hommes, c'est 2 millions d'années. Et que j'ai bien connu. Et puis après, il y a de ça 15-20 000 ans, eh bien c'est la sédentarisation. Et puis il y a de ça 7 000 ans, c'est l'urbanisation. Et puis après, on a la grande révolution industrielle au milieu du 19e siècle. Et maintenant, ça ne fait que s'accélérer. La vapeur, l'électricité, le moteur à explosion, la micro-informatique, et on réduit. Et effectivement, à chaque fois, le temps d'un passage à un autre est de plus en plus court. Et aujourd'hui, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on arrive à un mur. Un petit exemple, les fondeurs de microprocesseurs, ces petits calculateurs qui sont dans chacun des appareils qui nous entourent, du téléphone, même dans un four à micro-ondes. On va parler de ceux les plus sollicités qui sont dans nos ordinateurs. Pour continuer à donner toujours plus de puissance et parce que les systèmes appellent toujours à plus de calculs, on réduit ces microprocesseurs. La finesse actuelle d'impression des circuits est tellement faible que maintenant les électrons, donc le courant électrique, passe naturellement d'un circuit à un autre, ce qui est la pire chose qu'on puisse imaginer pour un programme, puisqu'à ce moment-là, il y a un défaut de programme. Donc, eh bien, les industriels ont pour l'instant inventé des systèmes. Donc, on imprime un peu plus gros pour garder un bon flux de cette information, et puis on fait des millefeuilles, c'est-à-dire qu'on empile des strates de microprocesseurs les uns sur les autres. Bilan du truc, ça chauffe, ça consomme de l'électricité, et le monde tel qu'il est demande toujours plus de calculs. Donc, on est obligé, dans ce domaine-là, mais je pourrais citer d'autres domaines, on est obligé à une révolution industrielle, une nouvelle révolution industrielle, qui passera par, on va dire que la technique la plus probable c'est ce qu'on appelle les nanotechnologies. Bon, c'est un procédé où on manipule la matière à une échelle tellement petite qu'on est à l'échelle de l'atome. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on s'aperçoit que certains corps que l'on connaît très bien, comme le fer, comme l'or, comme je ne sais quel autre, à l'échelle nanométrique, va développer des qualités, va développer des spécificités qu'on n'imaginait pas jusque-là. Et bien donc, à cette échelle-là, c'est une nouvelle ère industrielle qui s'ouvre à nous, un Eldorado, pourrait-on dire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, nos chers industriels sont là pour saisir la... Ils se frottent les mains déjà. Mais voilà, c'est-à-dire qu'ils se préparent des choses qui sont fort étonnantes, mais qu'il faut suivre parce qu'elles vont aussi avoir des implications sur nos modes de vie, sur le vivant, sur le biologique, etc. Oui, avec d'autres propositions, avec déjà un mouvement bien engagé sur la dématérialisation, la robotique qui s'installe et qui va être de plus en plus présente, envahissante. On pourra avoir tous notre clone, c'est ça aussi, pour aller à notre place au travail, c'est pas mal. Moi, je vois des bonnes applications futures. J'espère que ça sera au plus proche, allez savoir. En tout cas, qu'est-ce que nous pourrions entendre dans le cadre de ces carnets d'avenir sur l'antenne de RGB à partir de la rentrée prochaine? Une deuxième série de propositions. Carnet d'avenir, chronique de futurhebdo.fr. Voici 2 nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de 21e siècle.
C'est officiel, les polices et gendarmeries européennes vont recevoir leur AP2M, la nouvelle arme de poing multimission. Comme son nom l'indique, cette arme rassemble plusieurs fonctions. C'est d'abord une arme à feu, mais elle peut aussi servir de flashball et enfin, c'est un générateur de rayons incapacitants à haute énergie. Si cette dernière fonction est activée par défaut, pour activer l'arme à feu, il y a là une procédure précise à suivre. Dans le reste du monde, quasiment toutes les polices ont adopté cette arme de poing. L'Europe a retardé son arrivée pour des raisons historiques. Les accidents liés au taser dans les années 2010-2020 ont freiné cette réforme attendue par les corps constitués. D'autant plus que la mise au point de ces armes a nécessité de lourds investissements qui en font des objets au coût prohibitif pour ses détracteurs. Les services rendus par ces armes l'emportent pour ses promoteurs. Il est vrai que les défis technologiques étaient de taille. D'une part, il a fallu trouver le moyen d'embarquer dans un volume restreint une source d'énergie à haut rendement. Puis s'est présenté le problème de la génération du rayon électromagnétique étourdissant en écartant tout risque mortel. Le dernier défi, et non le moindre, a été le verrouillage de l'arme grâce à une sécurité génétique. Seul le porteur identifié de l'arme peut l'utiliser. Cependant, les autorités n'ont pas voulu réagir à propos de la possibilité de bypasser cette limitation. Elle permettrait à un membre des forces de l'ordre de pouvoir utiliser l'arme en cas de force majeure. On imagine bien qu'elle a peur de voir ses armes envahir la rue n'est pas loin. Si les syndicats policiers se félicitent de l'arrivée des AP2M, les ONG, soucieuses du respect des droits de l'homme, s'inquiètent de cette course effrénée à un armement toujours plus répressif. L'argument non létal de ces armes pourrait bien inciter dans les forces de l'ordre à des comportements cow-boys. Je tire d'abord, on discute après. Au milieu du XXIe siècle, le vieil adage reste d'actualité. Une bonne justice est celle à laquelle on n'a pas affaire. Tenez, le tatouage vit lui aussi sa révolution technologique. En effet, arrivent sur le marché de nouvelles générations d'encre utilisant les nanotechnologies. Ces encres permettent une nouvelle expérience du tatouage. Celui-ci devient évolutif. Divers paramètres sont pris en compte dans cette illusion de vie rendue possible grâce à des armées de robots microscopiques gorgés de pigments. Il y a tout d'abord le dessin original composé par le talent du tatoueur. Un autre paramètre est l'humeur de celui qui porte le tatouage et enfin, il y a la programmation des robots nanotechnologiques. Les robots nanotech sont en effet dotés de programmes comportementaux. Ils analysent le terrain hormonal du sujet. À partir de là, ils vont appliquer à leur déplacement des stratégies issues du monde des insectes. Adrénaline, endorphine, progestérone, testostérone et autres hormones. Toutes ces substances que secrète notre corps au long de la journée deviennent des notes qu'interprètent ces armées de robots microscopiques. Les modifications apportées par la programmation font évoluer les motifs du tatouage de base. Les fabricants ont déjà annoncé ce dont seraient capables les encres de la prochaine génération. On pourra les reprogrammer au gré de son humeur, festive, belliqueuse, séductrice, voire érotique. Mais surtout, la programmation écoutera l'environnement du tatoué et les tatouages évolueront en accord d'un corps à l'autre. Dernière qualité de ces encres, elles sont effaçables. Plus précisément, quand le client veut se débarrasser d'un tatouage, deux solutions s'offrent à lui. Soit attendre l'élimination naturelle des robots nanotech, soit ingérer une solution qui donne l'ordre aux robots d'arrêter leur travail. Reste à savoir si les amateurs de tatouage vont adopter ce nouveau mode d'application, qui tient plus de la consommation ludique que du marqueur tribal. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat. Autre sujet, autre approche, et y compris des sujets qui parlent au plus grand nombre aujourd'hui, de plus en plus de nos concitoyens, habitants de cette planète, connaissent plus ou moins le tatouage, devenu phénomène de mode. On parle de nanotechnologie. Voilà une manière aussi d'appliquer toutes ces sciences actuelles et modernes et futures à notre quotidien. J'ai
entendu, et peut-être faire un petit retour, Olivier Parent, sur des sujets qu'on a abordés brièvement. C'est aussi dans une émission comme ça, on peut pas aborder tous les sujets au fond de chaque sujet, mais il était question tout à l'heure de dématérialisation. Alors c'est vrai, au-delà de la dématérialisation, il y a un certain nombre de ces pensées ou de ces projections, de ces anticipations vers le futur où il faut quand même rester vigilant, parce que c'est pas toujours au service de l'homme que tout ce futur s'écrit. Je pense en particulier, on parle de plus en plus de questions éthiques en matière génétique, par exemple, où il faut être extrêmement vigilant, il faut codifier les choses, voire même se donner un caractère juridique pour se protéger, pour protéger les citoyens et au-delà de ça, protéger la démocratie. Tout à fait. Je pense que, excusez-moi. Une des choses les plus importantes est de bien saisir que la prospective va nous donner les outils d'analyse. On a parlé tout à l'heure, par exemple, de la dématérialisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la dématérialisation? Tous, on l'expérimente de plus en plus. Des démarches administratives sont simplifiées parce que soit on peut télécharger un formulaire. Pour sa feuille d'impôt, on nous incite d'ailleurs beaucoup. Hein. Voilà. Ça fait des économies. Ça fait des économies. Il y a d'autres économies, par exemple, que les États et les banques aimeraient peut-être pouvoir faire, c'est les économies de gestion de la monnaie dite fiduciaire, la monnaie frappée, donc les pièces et les billets. Voilà. Ça demande une gestion très importante, ça coûte aux États et aux organismes bancaires des sommes très importantes. Et c'est une dématérialisation peut-être qu'elles seraient tentées, les uns comme les autres, de nous proposer. Et personnellement, donc là, j'ai essayé un petit peu... On peut déjà le faire avec son téléphone, par exemple, payer certains achats dans son grand distributeur, du moins la grande distribution, voire d'autres services. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est une tendance qui est en train de se mettre en place. Mais je pense, à mon sens, donc là, je quitte. Si vous me permettez, José, je vais quitter ma position de prospectiviste et de revenir un petit peu citoyen. Cette dématérialisation de l'argent, à mon sens, n'est pas souhaitable. Parce que tant qu'il y aura ces monnaies frappées, ces billets, ces pièces, on pourra échanger, on pourra se prêter les uns aux autres des sommes d'argent sans que l'État mette son nez dans ces échanges. Du moment même où on passera en monnaie tout électronique, peut-être que c'est un petit bout de notre liberté de citoyen qui risquera d'être amputé. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce en quoi la prospective peut nous inciter. Vous avez parlé d'éthique, c'est là aussi où je trouve ça très important, très intéressant. Régulièrement, nos parlementaires étudient les lois éthiques, etc. Et je me suis toujours demandé, mais est-ce qu'ils font dans leurs travaux des recherches de prospective quand ils vont s'interroger sur telle ou telle condition, de telle cellule, de telle recherche, de telle... Est-ce qu'ils se sont vraiment dit, alors, à quoi est-ce que ça pourrait servir? Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas? Et si on y va, pourquoi? Sous quelles conditions, etc. Et c'est là où la prospective, elle est très intéressante. On a parlé, par exemple, on parle assez régulièrement, de clonage. Alors, c'est quoi le clonage? C'est faire un individu à partir non pas d'un papa et d'une maman, mais d'un seul individu. C'est-à-dire régénérer un individu entier à partir du patrimoine génétique d'un seul individu. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quel est le projet que nous voulons mettre dans ce mode de procréation? Est-ce que, par exemple, comme un professeur Antinori qui s'est fait connaître dans les années 90, qui permettait à des femmes qui étaient ménopausées d'avoir à nouveau des enfants, est-ce que ça n'est qu'un nouveau système de clonage ou est-ce qu'il y a un peu plus? Pour l'instant, on sait que le clonage n'est pas encore possible pour des raisons biologiques, pour des raisons de biologie moléculaire, mais il n'y a pas de problème. Tout nous a montré que la science avance, comme je dis, c'est comme monter à une échelle. Je suis dans une belle bibliothèque, il y a un beau livre qui m'intéresse. J'ai envie d'aller le chercher là-haut. Voilà. Et bien donc je prends une échelle et il faut que je monte chaque degré de cette échelle. Et la technologie, l'innovation, eh bien, elle avance petit à petit.
Et même si le livre nous paraît très haut dans la bibliothèque, on va y arriver petit à petit. Et donc, on peut faire une chute aussi. Hein. On peut faire des chutes. On peut faire des chutes, mais on va dire que la prospective, elle va montrer les quelques degrés qui vont nous permettre d'arriver à ce livre. Et on voudra y remonter de toute façon et trouver un autre système pour ne pas retomber deux fois de suite. On arrive déjà presque au terme de cette émission, Olivier Parence. Juste, on va rappeler peut-être ce futur proche sur l'antenne de RGB. Ce Futur Hebdo va trouver sa place sous la forme de carnet d'avenir à la rentrée du mois de septembre sur RGB. Pour avoir des informations, pour bien se comprendre peut-être un peu plus cette prospective, cette conviction qui est la vôtre, on vous retrouve sur Internet. Quelles sont les adresses ? Eh bien, c'est tout simplement futurhebdo, en un seul mot, .fr ou .com au choix. futurhebdo.com ou .fr, et vous aurez l'occasion de découvrir de manière plus avantageuse l'univers, le monde, les sujets qui intéressent, qui passionnent notre invité Olivier Parent, que vous retrouverez sur cette antenne de RGB à partir de la rentrée prochaine. J'ai plus en tête les dates, mais c'est certain, à partir du mois de septembre, et on vous entendra plusieurs fois dans la semaine comme ça. Je crois qu'on va même s'entendre, c'est ça, tous les deux. On va finir d'ailleurs par une nouvelle série de ces futures chroniques, ce carnet d'avenir sur l'antenne de RGB, le MAC du futur immédiat, comme il convient de dire. Merci d'avoir passé cette première heure des quartiers d'été en ce lundi 15 juillet sur l'antenne de RGB. À bientôt. Merci José. Carnet d'avenir, chronique de futurhebdo.fr. Voici deux nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de 21e siècle. Le Gabon annonce la vente d'une nouvelle licence d'exploitation pour 4 plateformes de lancement électromagnétique à Earth on Progress en contrepartie de leur construction. Il y aura désormais 11 magnétolanceurs orbitaux au seul Gabon exploités par 3 opérateurs. Ces catapultes utilisent de puissants électroaimants répartis le long d'une piste incurvée vers le ciel. Cet assemblage de haute technologie s'installe sur plusieurs dizaines de kilomètres. La vitesse acquise à la sortie de la catapulte est d'environ 5 km/h par seconde. La mise en orbite est assurée par des boosters d'appoint. La première phase expérimentale dura jusqu'à la fin des années 30. Elle concernait des charges n'excédant pas la dizaine de kilogrammes. Aujourd'hui, cette technique atteint au Gabon sa maturité industrielle avec le lancement de la construction de catapultes de 3e génération. Cette commande marque surtout la victoire d'un pays sur les groupes industriels privés occidentaux. Il y a peu, le Gabon était un pays émergent. Fort de sa proximité équatoriale qui offre au fret un gain de vitesse, le Gabon peut vendre ses licences d'exploitation au prix fort grâce à quelques brevets industriels développés contre toute attente dans les années 30. L'opération reste très rentable pour les entreprises qui les exploitent. La demande de fret spatial ne cesse de croître et le pays, lui, ne cesse de s'enrichir et sa population profite directement de cet enrichissement. Earth on Progress veut rejoindre le club très fermé des opérateurs spatiaux de fret non habités. Le Gabon, comme ses voisins, le Congo et le Kenya, aura à gérer des flux migratoires de plus en plus importants. La richesse attire les travailleurs de toute l'Afrique et de bien au-delà. Européens, Américains, Japonais et Chinois frappent à la porte de l'Afrique équatoriale. D'ailleurs, autour de l'industrie des catapultes, on ne parle plus ici de flux migratoires, mais d'inversement des chances. La compagnie des trains omnibus européens, la TOE, sera donc la première à rompre un tabou tacite. Ne pas parler, ne pas évoquer la gêne que pourrait provoquer la présence des robots dans la ville. Désormais, un voyageur qui emprunte le réseau des trains omnibus européens devra s'acquitter d'une taxe supplémentaire s'il voyage avec son robot domestique. Cette taxe sera au titre de bagages encombrants. La TOE, entreprise qui, à l'échelle européenne, s'est spécialisée dans les transports transrégionaux de proximité, répond ainsi à la grogne de ses usagers. Aux heures de pointe, nombre de nos clients se plaignent de ne pas pouvoir trouver de place. Les robots qui accompagnent leurs propriétaires sont à l'évidence une gêne pour la qualité de nos services, explique un porte-parole de la TOE.
Il n'y a pas que les clients de la TOE qui se plaignent de la présence des robots dans les lieux publics. Les restaurateurs n'hésitent plus à refuser l'entrée de leur salle aux robots, leur trop grand nombre empêchant le bon exercice de leur métier. Cette grogne pourrait être interprétée comme une des nombreuses manifestations d'hostilité à l'égard des robots humanoïdes dans les rues de nos villes. Mais il ne faut pas s'y tromper. C'est surtout la mise en évidence de la banalisation de l'utilisation du robot domestique. Les promoteurs du robot humanoïde pourraient se réjouir de cette banalisation. Il n'en est rien. Le vocabulaire utilisé par les trains omnibus européens pour définir la présence du robot reste révélateur du refus dans lequel se drape la société civile, bagage encombrant. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat.